Le Raptor, un influenceur catalogué d'extrême droite, a sorti une vidéo sur le réchauffement climatique, décryptage d'une arnaque mondiale. Alors pourquoi je prends la parole sur ce sujet? Eh bien parce que je pense que je vais dire quelque chose que vous n'entendrez pas ailleurs, du moins moi je ne l'ai pas entendu ailleurs, une réflexion sur le réchauffement, et quel est mon positionnement exactement là-dessus. Donc j'estime qu'il y a réchauffement climatique. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde pour nier ça. Et c'est quasiment visible à l'œil nu. J'estime que le réchauffement est dû à l'homme. Là-dessus, je ne m'éloigne pas du consensus scientifique. J'estime que c'est un sujet inquiétant. Donc en principe, je devrais être contre la vidéo du Raptor. Dire, oulala, il faut débunker ça rapidement, il a dit que de la merde, encore du conspirationnisme, patin couffin. Bon, j'ai regardé sa vidéo, honnêtement, je l'ai trouvée pas mal, je l'ai trouvée intéressante, à une réserve près, qui est importante et dont je vais reparler parce que ça va être le cœur de mon propos. Et évidemment, en face, on a la débunkosphère qui a vite sorti une vidéo. Oulala, le Raptor nous a sorti une vidéo, il est très très méchant, qu'est-ce que c'est que ces conneries, il ment, oui il a rien compris, il manipule les gens, etc., etc., avec quelques petits noms d'oiseaux à droite à gauche, que j'ai trouvé très nul. Or, si vous avez bien suivi, je ne fais pas partie des climato-sceptiques. Alors je mets sceptique entre guillemets parce qu'on va reparler du scepticisme, de ce qu'est le scepticisme. Pourquoi je prends cette position? Eh bien, parce que le débunkage, à mon avis, était complètement à côté de la plaque. On va faire ce que je vous propose de faire sur cette chaîne. Ce n'est pas dire qui a raison, qui a tort, c'est essayer de comprendre la part de vrai des uns et des autres. Et pour ça, on va faire de la métacognition. Bon, alors, c'est un mot qui peut faire peur, mais vous inquiétez pas, je vais faire un effort de pédagogie. D'ailleurs, ce qui est extrêmement bien fait dans la vidéo du Raptor, c'est son effort de pédagogie et de montage. C'est vraiment une vidéo de très grande qualité. Il doit falloir des jours pour arriver à faire une vidéo comme ça. J'ai pas ce temps-là, malheureusement. J'aimerais bien faire des vidéos aussi bien faites, aussi chiadées. Mais ouais, le sujet de l'apocalypse, propagande versus réalité, c'est bien le sujet de fond qu'il faut traiter autour de la question climatique. Sur cette chaîne, on parle de l'accélération, de long-termisme et donc des risques existentiels pour l'humanité. Et le climat en est un de toute évidence. C'est pas un sujet qu'on peut traiter par-dessus la jambe. Donc je vais vous proposer une approche, vous me direz ce que vous en pensez, encore une fois, qui est, je pense, originale et qui devrait, selon moi, mettre les points sur les i, autant d'un côté que de l'autre. Donc évidemment, si je ne suis pas compris, je vais me faire taper des doigts par les deux côtés, mais bon, j'espère que je vais réussir à m'expliquer clairement. Ok, alors, en fait, je vais avoir besoin d'un petit graphique pour vous expliquer ça. On va dire que la courbe ici, allez, la courbe en bleu, c'est la courbe du réchauffement climatique. C'est une courbe virtuelle, hein. Et disons que l'instant présent, c'est ici. La zone en rouge, en gros, c'est la zone qui craint, la zone où on ne veut pas aller. Alors là, j'ai mis, ça redescend, bon, ça tombe un peu comme ça, on s'en fiche. Peut-être que il va y avoir une influence naturelle qui va faire redescendre. Bon, c'est pas du tout la question. Maintenant, le point clé que je veux vous expliquer. Voilà, c'est ici. Sur ce schéma, on voit ce que serait la température de la planète s'il n'y avait pas l'influence humaine. Donc, simulée, naturelle seule, solaire, volcanique, etc. Maintenant, ici, on a ce qu'est la température avec l'influence humaine. On voit bien que les deux divergent, la courbe noire et la courbe bleue. Mais, ce que personne ne discute, ce dont personne ne parle, je veux dire, c'est les zones qu'il y a autour, les zones d'incertitude. Vous voyez que si je m'intéresse à la zone en bleu et à la zone en beige ici, on peut faire différentes lectures de ce schéma. Et ça, c'est hyper important. Alors voilà, là, je vais tracer l'incertitude qui augmente avec le temps du pire scénario. Maintenant, je trace l'incertitude qui augmente avec le temps du meilleur scénario. Bon, j'ai un peu exagéré la divergence des courbes, mais peu importe, c'est pas ça qui compte. Alors, on a toute une zone d'incertitude, ici, qui grandit avec le temps. Et en fait, notre cerveau déteste l'incertitude. Pour prendre une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, je pense, est relativement adaptée dans le domaine présent, imaginez que vous êtes dans une forêt la nuit. Vous entendez des bruits autour. Faites le test, vous verrez, je vous garantis que votre cerveau va s'emballer. Il déteste les incertitudes. Qu'est-ce que c'est ces bruits? L'imagination s'empare de la chose et vous fait croire toutes sortes de trucs. Et c'est quasiment impossible à gérer, c'est-à-dire que vous allez avoir peur. Donc ceux qui ont peur, ils se retrouvent ici sur la courbe en rouge. Ils prennent le pire scénario,
Et pour eux, ça devient une certitude. Pourquoi ça devient une certitude? Parce qu'en fait, la peur provoque une réaction physique, vous pousse à l'action. Et après, vous justifiez cette action, cette envie d'agir par « mais c'est peut-être un sanglier, c'est peut-être un ours, on est cerné par des loups, etc. etc. » À l'inverse, si vous gardez votre calme, vous allez vous dire « mais non, allez, arrête de paniquer, ça va bien se passer, on va continuer à marcher, de toute manière, on n'a pas le choix, puis on va tomber sur une clairière, et puis on fera le point. » Et c'est ça, la métacognition. La métacognition, c'est comprendre que nos pensées sont influencées par des facteurs extérieurs. Certains sont sous notre contrôle et d'autres non. Et que ça modifie complètement notre manière de voir les choses. Alors pourquoi, du coup, je suis si indulgent avec la vidéo du Raptor? Et après, je vais vous expliquer les réserves que j'ai dessus. Eh bien, c'est parce que dans toute sa vidéo, il nous parle des incertitudes qu'il y a autour des prévisions du GIEC et de la méthodologie, et que entre la science, d'un côté, il y a les mesures objectives sur le terrain. Bon, même là, il y a des incertitudes dans les mesures. Mais, donc, entre la science de terrain, ensuite, la modélisation sur des ordinateurs, où là, il y a beaucoup d'incertitudes. Puis, et tout ça, le GIEC en parle, il n'y a pas de souci là-dessus. Justement, ils ont élaboré tout un vocabulaire pour bien expliquer toutes ces incertitudes tout du long. Mais, ensuite, on en arrive au résumé pour décideurs, parce qu'évidemment, de je ne sais plus combien de milliers de pages de sciences climatiques, il n'y a pas grand monde qui peut se plonger dedans. Donc le résumé pour décideurs, ça sert à faire une synthèse, et là il y a beaucoup de choix qui sont faits, et pas de la politique, mais c'est pas de la science non plus. Et ensuite, à partir de ce résumé pour décideurs, eh bien il y a les réactions médiatiques qui sont derrière. Et là, les gens ont un petit peu tendance à oublier les incertitudes. Et dans les deux sens. Alors voilà, c'est là que j'ai ma réserve à faire sur la vidéo du Raptor. Donc il est assez habile dans sa vidéo, dans le sens où il ne nie pas le réchauffement, il ne nie pas le rôle des humains, ni le rôle du CO2. Par contre, il explique toutes les incertitudes tout au long du processus. Ce qui fait qu'effectivement, il induit un biais dans la tête des gens qui est que oh, bah, finalement, on sait pas tant que ça, c'est pas si grave. Oui, il n'est pas totalement faux. Mais par contre, il oublie de dire que oui, ça pourrait être moins grave, mais oui, ça pourrait aussi être plus grave. Et c'est ce que disent d'ailleurs certains scientifiques. Ils disent, oulala, en fait, attention, c'est en train de se réchauffer plus vite qu'on ne le prévoyait dans nos modèles. Donc moi, je ne suis pas du tout en train de vous dire, on ne sait rien. Je ne suis pas en train de vous dire, c'est pas parce qu'il y a de l'incertitude qu'on ne peut rien dire. Non, non, non. Il y a de l'incertitude, il faut la gérer comme telle. Il ne faut pas se dire, puisqu'on ne sait pas, bah c'est sûr que ça va se réchauffer, que ça va être la catastrophe. Non, on ne sait pas. Et on ne peut pas se dire non plus à l'inverse, non, ça ne va pas être la catastrophe. Il faut partir du principe qu'on est dans l'incertitude, on est dans la forêt noire, on ne voit pas, on a juste quelques petits indices autour de nous, des bruits, et notre cerveau s'en empare et l'interprète d'une manière ou d'une autre. C'est ça la métacognition, c'est avoir la cognition sur la cognition, c'est-à-dire se rendre compte que notre cerveau ne fonctionne pas de manière normale dans ces conditions-là. Et c'est pour ça qu'on a d'un côté la science officielle, donc, qui va dire, en moyenne, on est à peu près par là, sur la courbe bleue, mais les marges d'incertitude sont très grandes, donc on ne sait pas exactement où on est. Et si je reprends le graphique officiel, donc celui-ci, bon désolé, il est un petit peu petit, je ne peux pas vraiment zoomer là-dessus, mais vous voyez bien que si je prends ici le plus haut du réchauffement tel qu'il pourrait être naturel, et le plus bas de ce qu'il pourrait être avec les influences humaines, bon, en fait, on voit que si on prend la meilleure des meilleures hypothèses, qui est plausible, qui est peut-être la vraie, eh bien, en fait, bon, c'est pas si grave, finalement. Évidemment, si je prends l'inverse, si je prends la pire pour le réchauffement, le climat tel qu'il serait naturellement, et la pire avec l'influence humaine, là, oui, là, c'est déjà extrêmement inquiétant. Mais c'est pas tout, c'est qu'en plus, ça, c'est en 2020, les incertitudes pour le futur sont encore plus grandes parce que ça va dépendre de comment on réagit à tout ça. Et ça dépend aussi de où sont les effets de seuil des boucles de rétroaction positive dans le système climatique terrestre. En gros, c'est les calottes de glace sont blanches, réfléchissent la lumière, donc ça réduit le réchauffement. Et quand elles fondent, eh bien, ça augmente l'effet de réchauffement. Donc, ça, celui-là, on le connaît à peu près, cet effet de seuil-là, on n'a pas trop d'inquiétude dessus, en tout cas pour l'instant. Bon, il y en a d'autres, comme ça, des boucles de rétroaction positive, je ne vais pas toutes les énumérer, peu importe. C'est pour dire, on ne sait pas exactement où se situent ces seuils. C'est-à-dire que là, on a de plus en plus d'incertitudes dans l'avenir sur ces courbes-là. En plus du fait que les modélisations, comme le dit le Raptor, avec raison, ne collent pas bien déjà avec ce qu'on connaît du passé du climat.
Alors, je suis allé voir la vidéo de Bon Pote parce qu'il dit, à un moment, oui, il raconte n'importe quoi sur les modélisations, c'est pas du tout ce qu'il dit, il n'y a pas toutes ces incertitudes. Alors, je suis allé regarder, je suis allé lire l'article, les modèles climatiques sont-ils fiables? Bon, ben, ça répond pas du tout aux objections du Raptor, hein. Je suis désolé, mais tout ce qui est dit dedans est intéressant et juste. Mais ils ne disent absolument rien sur les incertitudes. Ils disent oui, les modèles s'améliorent, oui d'accord, mais c'est quoi les incertitudes exactement? Modéliser n'est pas si simple, oui d'accord. Bon bref, il ne répond absolument pas aux arguments du Raptor, alors que dans la vidéo, il se targue à un moment donné, mais il ne sait pas de quoi il cause, ce Raptor. Il dit n'importe quoi sur les modélisations. Ben en fait, oui, d'accord, peut-être, mais là, il n'y a aucun contre-argument par rapport à ce que dit le Raptor. Donc où je veux en venir avec tout ça? Parce que si je vous laisse là, bon, ok, on est un peu au milieu du gué. Donc la première chose que je dis, c'est que les gens qui sont ici, qui paniquent, ils sont en train de créer une religion climatique, le climatisme. C'est ça le sujet de la vidéo du Raptor, c'est ce qu'il dénonce. Alors certes, comme j'ai dit, il est assez habile pour ne pas dire « oui, le climat se réchauffe, oui, c'est dû à l'homme, etc. » Donc il insiste sur les incertitudes, il ne dit pas que peut-être que les incertitudes, elles ne sont pas dans le bon sens et qu'on se trompe et que le réchauffement est pire que ce qu'on croit. Mais soit, je laisse ça de côté pour l'instant. Donc lui, il dénonce ici une religion climatique. Parce que oui, là, il y a des gens qui disent « non, non, on sait, ça va être très grave, il faut agir tout de suite. » Quelque part, le raisonnement n'est pas si con. C'est bon, ben, puisqu'on n'est pas sûr, autant agir par précaution, parce que le résultat serait tellement catastrophique qu'après, ça sera beaucoup plus difficile d'agir quand il sera trop tard. Pourquoi pas? Mais ceci dit, il n'empêche que ça ne tient pas compte des incertitudes et de ce que je vais dire après, c'est-à-dire de nos moyens d'action. Ça ne gère pas l'incertitude avec rationalité. Donc ça devient une religion qui aboutit à des comportements aberrants, et l'écologie n'en est pas exempt. Je vais en reparler après. Donc ça, c'est ça que dénonce le Raptor. Et je suis d'accord avec lui. Oui, il y a un réchauffement, oui, c'est dû à l'homme, mais oui, il y a aussi une religion qui se greffe dessus à cause de ces incertitudes qui ne sont pas gérées correctement, qui sont prises comme des certitudes qu'on va vers la catastrophe. C'est une possibilité, mais on n'en sait rien. Il se peut que la planète, de par son homéostasie naturelle, finisse par mitiger le réchauffement. On ne sait pas. C'est assez peu probable, mais c'est une possibilité. Mais c'est pas tout. C'est pas tout ce que je veux dire. Ici, on va avoir les techno-optimistes. Alors eux, c'est l'inverse, c'est oui, bon, il faut pas s'inquiéter, on va résoudre ça avec de la technologie, ça va bien se passer, comme on a toujours fait. Alors, c'est pas du tout garanti, d'autant plus que le problème, c'est que si on en arrive là, c'est précisément à cause de la technologie. C'est un effet de l'accélération, et c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à bien différencier les modèles climatiques qui essaient de prévoir comment la Terre va réagir à tout ça. Le système climatique de la Terre va réagir à tout ça. Comment est-ce que ça va se réchauffer plutôt en Europe, plutôt en altitude? Qu'est-ce qui va se passer dans les fonds marins, etc. etc. Bon, là-dessus, les modèles sont assez limités et il y a énormément d'incertitudes. Par contre, on n'a pas de doute sur comment ça se passe au niveau macro. On sait que quand on rajoute du CO2, ça crée un effet de serre supplémentaire, qu'au lieu des 18 degrés de réchauffement qui sont provoqués par l'effet de serre actuellement, en majorité à cause de l'eau, eh bien le CO2 rajoute une couche qui fait que, oui, on va peut-être passer à 19, 20, 21 et que on peut sortir d'un équilibre par rapport à ce que la biosphère actuelle est habituée. Donc les techno-optimistes, ils sont parfois à la limite du techno-utopisme, c'est-à-dire, oui d'accord, peut-être que la technologie va nous aider, certainement, c'est ma position, je vais vous expliquer après, mais pas toutes les technologies. En tout cas, c'est là où on rentre dans le débat intéressant. Quand on a accepté qu'il y a une zone d'incertitude, c'est-à-dire qui ne consiste pas à se positionner, à dire, si, en fait, ça va être grave ou non, ça va pas être pas grave, ça va être pas grave, pardon, et de dire, on ne sait pas. Alors comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réfléchit à la question? Donc c'est là où la métacognition intervient. C'est là, en fait, le yoga est une forme de métacognition. Ça nous donne des outils pour pratiquer ça, mais il y en a d'autres. Et en principe, le scepticisme, c'est précisément ce que c'est censé être. C'est-à-dire accepter l'incertitude, être sceptique, réserver son jugement. C'est-à-dire, oui, il y a des bruits dans la forêt, ok, je m'affole pas, c'est des bruits, je comprends, mon cerveau s'affole, c'est très difficile à gérer, mais je gère. Et si j'y arrive pas, j'utilise les outils, comme dans le yoga, il y a la respiration et plein d'autres choses, pour gérer ça, pour garder ma cognition, pour garder les rênes de ma cognition. Donc, on accepte qu'on ne sait pas et qu'on est entre ces deux zones-là. Donc maintenant,
Comment on va gérer cette question? Sachant qu'en plus, en plus de l'incertitude, il y a une autre chose que le cerveau ne supporte pas, c'est l'impuissance. C'est-à-dire que, oui, admettons, on va mettre en place des politiques très restrictives pour réduire l'impact carbone en France. Oui, d'accord, mais la France, c'est 1% des émissions mondiales. Et si la Chine et l'Inde, qui vont être les deux gros émetteurs pour le reste du siècle, décident de continuer, bah, ça changera strictement rien à l'affaire, voire même, ça nous donnera encore moins de possibilités d'action et de négociation dans le futur, encore moins de poids. Donc c'est carrément contre-productif. Donc le cerveau déteste l'incertitude, le cerveau déteste l'impuissance. Et là, on est en plein dedans. Parce qu'on ne va pas aller imposer nos politiques aux Chinois ou aux Indiens. On n'a pas les moyens. D'autant plus qu'il y a divorce aujourd'hui, la désoccidentalisation est en marche. Bon bref, vous avez compris. Donc il faut gérer ces deux aspects-là. Alors, ça veut dire on ne peut pas imposer un scénario décroissant. On peut se l'imposer à soi, mais on ne peut pas l'imposer à la planète. Et ce que dit le Raptor, c'est que ben ouais, la Chine, elle a prévu d'installer je ne sais combien de centrales à charbon pour l'avenir. On va reparler de ça. Bref, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, mon point de vue est assez simple, c'est on cherche les actions qui peuvent fonctionner dans les deux cas, quel que soit le scénario qui va se dérouler. Admettons, demain, l'ensemble de la planète, les Chinois, les Indiens, l'Afrique, les États-Unis, tous décident, allez, on se prend tous par la main et puis on réduit nos émissions. Bon voilà, on est dans le scénario vert, voilà, très bien, on reste en dessous du seuil critique. Mais pareil, ça continue à se réchauffer, la Chine continue à émettre du carbone à gogo. Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut faire aujourd'hui qui marchent dans les deux cas, qui seront bénéfiques dans les deux cas? Eh bien oui. Et ces actions, c'est quoi? Ben, selon moi, c'est pas très compliqué. C'est le nucléaire. Dans tous les cas, le nucléaire est une énergie qui émet très peu de CO2, qui nous aidera à gérer une ou l'autre des situations. Peut-être que le nucléaire nous aidera, je sais pas, à replanter des arbres parce qu'il faudra transporter des engrais ou je ne sais quoi. Bon, bref. Dans tous les cas, on augmente nos capacités d'action. Ou peut-être que voilà, le nucléaire nous aidera, si la planète devient très chaude, à mettre en place des clims chez les gens pour éviter qu'il y ait des morts. Et c'est un des autres messages du Raptor, auquel Bon Pote répond complètement à côté. D'ailleurs, même à la fin, il se contredit, il n'a pas fait attention. C'est que, à un moment donné, le Raptor dit, oui, les tornades, il y a de moins en moins de morts. Ben, pourquoi il y a de moins en moins de morts, malgré qu'il y ait de plus en plus de tornades? Alors là, ils ne se comprennent pas du tout. Le Raptor nous dit, non, il n'y a pas plus de tornades, et de toute manière, il y a de moins en moins de morts. Alors, que dit Bon Pote? Il dit, mais si, il y a plus de tornades, c'est parce que le Raptor, il a fait exprès de prendre les chiffres de 2012, où à l'époque, ouais, on n'avait pas encore de certitude sur ce sujet-là, mais maintenant on sait, il y a plus de tornades. Qu'est-ce qu'il est con, ce Raptor? Oui, d'accord. Mais le Raptor, donc, il dit, il y a de moins en moins de tornades. De moins en moins de victimes de tornades. Eh bien oui, parce que même si ça se réchauffe, si on a les moyens de faire face, ben ça reste quand même la décision rationnelle à prendre. Et ça, c'est un facteur hyper important dans l'équation. Alors évidemment, si on met en place des climatisations alimentées par des centrales à charbon, bon ben là vous avez compris, il y a un souci. Donc ça, je le nie pas du tout. Et c'est précisément ce qui se passe en Chine et en Inde. Pourquoi ils mettent en place des centrales à charbon? Parce que ça demande énormément de temps de monter une filière nucléaire. Il faut mettre en place des écoles d'ingénieurs, il faut ensuite que les ingénieurs fabriquent les centrales, et ensuite il faut qu'elles tournent, et tout ça, ça doit mettre minimum dans les 50 ans, quand on part de zéro. Alors certes, ils pourraient demander aux Occidentaux de fabriquer les centrales pour aller plus vite, d'ailleurs je pense que c'est ce qu'ils font en Chine, mais c'est pas si simple, il y a des questions de géopolitique, de souveraineté, etc. etc. Toujours est-il que eux, ben, quand ils mettent en place les centrales à charbon, eh ben, ils ont moins de morts, même si ça se réchauffe derrière. Donc c'est un pari risqué, mais c'est un pari compréhensible. Alors personnellement, je préférerais qu'ils ne mettent pas en place toutes ces centrales à charbon, mais bon, ben voilà, on n'est pas souverain chez eux, donc il faut en tenir compte. Et dans tous ces scénarios, le nucléaire va nous y aider, le spatial va nous y aider. Alors oui, j'entends déjà ceux qui vont dire, oui, mais le spatial, ça émet du carbone. Oui, d'accord, bon, mais c'est tellement peu à l'échelle mondiale. Et par rapport à ce que ça peut nous rapporter, d'abord, s'il n'y en avait pas les satellites qui mesurent le climat grâce au spatial, eh ben, on ne serait même pas au courant que ça se réchauffe. Ou en tout cas, on aurait été au courant bien plus tard. Et la dernière technologie qui va nous aider, quelles que soient les situations et quels que soient les choix qu'on fait, ben, c'est les IA. Alors oui, là aussi, ça émet du CO2, ben, pas forcément en fait, si elles sont alimentées par du nucléaire, mais bon, oui, ça émet de l'électricité.
Oui, il faut produire des fermes de serveurs, etc. Mais encore une fois, c'est peanuts à l'échelle mondiale. Et par contre, dans tous les scénarios, ça va nous aider. Est-ce qu'il y a des chemins à ne pas prendre, qui sont mauvais, quels que soient les scénarios qu'on envisage? Eh bien oui. Il y a aussi des mauvais choix. Alors, je vais peut-être en étonner certains. Peut-être que je me trompe. Mais ce sont les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça reste ultra extractiviste. Pour remplacer une centrale nucléaire, il faut je ne sais combien de centaines de milliers d'éoliennes ou de panneaux solaires. Et ça ne fonctionnera pas dans un monde décroissant. Parce qu'on n'aura pas ce qu'il faut pour les transporter, les fabriquer et tout ça. Et ça ne répondra pas. Alors oui, elles émettent un peu moins de CO2, mais ça ne répondra pas au défi du climat, au défi du réchauffement. Ça ne permettra pas de se chauffer en hiver, parce qu'il faut des batteries gigantesques derrière. Ça ne permettra pas d'avoir des clims l'été pour survivre s'il y a des vagues de chaleur, etc. etc. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux, tout simplement. Donc vous avez compris, d'une manière générale, toutes les stratégies de décroissance, ça revient à s'attacher une main dans le dos, et ça ne fonctionnera pas. Donc après, on peut discuter, puisque là, c'est pareil. On a des incertitudes sur le nucléaire, le spatial, les IA. On a aussi des incertitudes sur ces sujets-là, dans une certaine mesure. Donc je ne veux pas faire une nouvelle religion qui va remplacer l'ancienne, ou une contre-religion. Ce n'est pas le sujet. C'est de dire, oui, il y a des incertitudes, il faut les gérer, il faut en discuter rationnellement. Et pas s'envoyer des noms d'oiseaux parce que, oulala, il n'est pas d'accord pour arrêter de faire des enfants, pour sauver la planète. Et là, dessus, donc, se greffe la guerre culturelle. J'en parle parce que ça fait partie du malentendu de ces deux vidéos. C'est qu'il y a des accointances entre le wokisme et le climatisme. Ce sont deux religions qui sont basées sur une vision morale de la vie. Ce sont des moralismes. Bref, vous avez compris. Ce que je vous propose donc, comme approche que je n'ai vu nulle part, c'est de discuter, c'est foutu, incertitude, excusez-moi le langage, mais dans la mesure où ça devient un débat de société de plus en plus tendu, alors que de mon point de vue, il n'y a pas de raison, si on admet qu'on ne sait pas. Il est possible qu'à un moment donné, on choisisse d'aller vers une technologie qui va empirer les choses, mais qui va nous permettre d'aboutir à une solution qu'on n'avait pas envisagée au début et qui va résoudre le problème. Et ça peut être aussi l'inverse. On est en pleine incertitude. Tant qu'on ne prend pas en compte... On n'établit pas une méthode pour gérer l'incertitude, ce qui est censé être précisément ce qu'apporte le scepticisme. La zététique et le scepticisme, quand on se dit climato-sceptique, à la base, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire « je ne crois pas ». Ça veut dire « je ne sais pas ». Ça ne veut pas dire « je nie ». Ça veut simplement dire « oui, il y a une zone de gris, on va la gérer comme une zone de gris ». Et la méthode que je vous propose, donc pour conclure et récapituler, c'est de dire on cherche dans tous les scénarios possibles quels sont les actions qui seront bénéfiques, quels que soient les scénarios. Alors après, on peut discuter sur ces actions-là, mais je pense que, j'espère que vous conviendrez, que c'est une proposition qui me semble raisonnable et qui met fin à ces débats stériles où on s'envoie des procès d'intention de part et d'autre. Alors la vidéo du Raptor, finalement, on peut lui faire la même critique que celle qu'on fait à Bon Pote, qui a débunké celle du Raptor, dans le sens où, ok, il n'insulte pas, mais il accuse de complot les puissants du monde. Il oublie que lui aussi, il parle d'incertitude. Ça ne veut pas dire que parce que c'est incertain, qu'on ne sait pas. Enfin, si, ça veut dire ça, mais ça ne veut pas dire que du coup, ça ne se réchauffe pas ou c'est pas grave. Non, ça pourrait être pire. C'est ça qu'il oublie dans son analyse. Mais par contre, il a raison de soulever la question de l'incertitude. C'est pour ça que, quand je l'ai regardé, j'étais pas choqué par ce qu'il raconte. Et après, s'il y a des choses qui sont factuellement fausses dedans, sur les incertitudes qu'il dénonce, bon, ok, là, très honnêtement, je ne suis pas climatologue, j'ai étudié le sujet pour me faire une idée et je ne peux pas trancher. Donc là, effectivement, s'il y a des scientifiques qui disent non, là, les chiffres qu'il avance sont faux, ou ça a changé depuis, bon, pourquoi pas, je suis prêt à les entendre. Mais pour l'instant, de ce que j'en sais, l'incertitude sur l'évolution climatique, elle est extrêmement grande, et elle va le rester encore longtemps, même avec l'augmentation de puissance de calcul et des modélisations. Pour toutes les raisons, justement, que le Raptor annonce. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On est en plein dans l'accélération, là, puisque, comme je le disais en préambule, le réchauffement est une conséquence thermodynamique quasiment inévitable de l'accélération. Mais on a aussi l'effet accélération, pas uniquement sur la société, mais sur les psychologies humaine qui s'échauffe, comme je le disais, quelque part, le fait d'être... faites le test, allez en forêt la nuit, vous allez voir votre cerveau, vous allez voir vos pensées s'accélérer.
Si vous avez un biais dans un sens ou dans l'autre, vous allez vite le voir. Donc ça, c'est ça, la métacognition, c'est prendre conscience de ces facteurs-là. C'est très important dans le cadre présent, où la société s'accélère. Donc si vous n'avez pas les outils de la métacognition, dont je parle beaucoup sur cette chaîne de manière plus ou moins directe et très importante. Certains se demandent peut-être ce que je viens faire, le yoga sur une chaîne accélérationniste. En fait, le yoga, c'est l'ancêtre de la métacognition. Et ça me semble indispensable à notre époque. C'est pour ça que je vais proposer des formations à ce sujet. Car au cœur de la métacognition, il y a tout l'art développé par les yogis de l'attention. Alors je ne parle pas du yoga tel qu'il a été popularisé de nos jours. C'est juste devenu une gymnastique douce pour de la détente. Oui, ça fait partie de la métacognition, de savoir détendre son corps quand on est en situation de stress. Vous êtes dans la forêt, il y a des bruits autour, votre esprit s'emballe, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous n'allez pas faire des postures de yoga, mais en fait, ce sont les outils du yoga qui permettent de gérer ça, la respiration notamment. Il n'y a pas que les postures, c'est un des outils qui fonctionne en situation normale. Bon, l'image du yoga, c'est beaucoup réduite, et c'est comme ça, il faut faire avec. Toujours est-il que je pense que c'est un outil indispensable à notre époque. Savoir prendre du recul, savoir gérer les incertitudes. Et j'espère que cette vidéo vous en aura persuadé. Et abonnez-vous, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça a été clair, mon explication. Parce que moi, j'ai pas le temps de faire des vidéos aussi pédagogiques que celle du Raptor. Et j'aborde beaucoup de sujets variés, donc ça peut un peu brouiller les pistes. Mais parler d'immortalité, de l'humanité 3.0... et du réchauffement climatique, pour moi, tout ça, c'est vraiment la même chose. Tout se rejoint.